Donc maintenant que l'on a créé le fond de notre bassin ici avec l'eau, on va venir lancer la simulation. Alors dans la partie précédente de ce tutoriel, on a vu qu'on avait créé un émetteur à partir de la bouche ici, du petit tuyau sortant de la bouche de la tête ici de la fontaine. Alors j'ai caché pour l'instant pour aller plus rapidement l'ensemble des particules, et puis on avait donc un petit tuyau conique ou cylindrique ici qui nous permet d'émettre les particules. Alors je rappelle ici encore une fois, pour créer un émetteur, on peut créer bien sûr plusieurs émetteurs dans le même hybrido, et je vais venir ici dans émetteur, ici on va le renommer rename, bouton droit à la souris, rename, et puis ici on va mettre émetteur. Donc ça c'est vraiment G fontaine, on pourrait dire. Ok, G fontaine. Ok, voilà. Et puis l'autre émetteur que l'on n'utilise plus maintenant, mais qu'on va renommer fond bassin. Ok. Donc celui-ci demande un objet. Ok. Et donc on va prendre le cylindre ici, qui était déjà défini, puis ce cylindre ici, on va le renommer aussi. Emit G. Voilà donc les différents éléments mis en place, la gravité bien sûr, les deux Grid fond bassin et G fontaine ici, que l'on a vu leur utilisation encore une fois avec le stream G fontaine oui, initial speed, et bien on fera des tests comme on l'a fait précédemment, jittering on va mettre 1 pour voir, et puis ici seed des valeurs. Ok. Donc maintenant que l'on a défini l'émetteur de la fontaine dans la tête de la sculpture sur la façade de la fontaine ici, on va pouvoir lancer l'animation finale des fluides ici dans cette scène. Alors juste je rappelle que la base de l'eau à l'intérieur du bassin a été stabilisé après plusieurs frames comme je le définissais précédemment, et éventuellement pour accélérer la stabilité de l'eau dans le bassin, on pourra utiliser le Diamond Drag Force ici, qui va permettre de freiner le mouvement de l'eau dans le bassin pour le stabiliser plus rapidement, avec une force drag ici qui peut varier entre 0 et 1, je dirais de manière classique, voire au-delà, pour freiner plus rapidement, mais attention à des effets contraires que l'on pourrait obtenir dans la simulation. Donc ici drag force va permettre de ralentir et de freiner l'eau dans le bassin. Donc on va laisser tourner cette simulation là, c'est ce que j'ai fait ici, ce qui permet d'obtenir ici un fluide qui s'est relativement tassé aussi sur lui-même, hein, puisque si on regarde maintenant en mode wireframe, en faisant view ici, je rappelle, en appuyant sur la touche 8, on voit que l'on a un niveau d'eau qui a légèrement baissé. On voit aussi que la couleur des particules ici est bleu foncé. Alors ça correspond à quoi? De manière assez classique, si on ne touche pas les couleurs par défaut des fluides, et bien on voit que, et les paramètres de cette coloration, on voit que les propriétés qui sont colorées et visibles par la couleur, c'est la velocity, donc la vitesse, et on va aller d'un max range ici qui sera, on voit le max range 34 ici en vitesse, à un min range qui est à peu près égal à 0 sur un bleu qui correspond actuellement à la couleur de notre bassin. Ça veut dire qu'au départ, bien sûr, quand on a émis nos particules par la boîte dans le bassin ici, on était plutôt dans des vitesses relativement élevées, et donc une agitation sur l'ensemble ici du bassin, et on a laissé se stabiliser le bassin qui avec son taux de compressibilité
s'est tassé pour donner donc une stabilité que l'on voit maintenant avec une coloration donc qui donne des vitesses relativement faibles, voire nulles ici sur l'ensemble des particules. Voilà, donc attention à ce paramétrage de la stabilité du fond du bassin, que ce soit ici dans la simulation du bassin ou dans d'autres types de simulations dans lesquelles on doit laisser se stabiliser donc une masse d'eau. Il faut bien attendre que cette masse d'eau, si on veut vraiment la rendre inerte, et bien qu'elle soit donc, si on laisse les couleurs par défaut de couleur bleue foncé ici, proche donc d'une vitesse nulle. Ok, donc à partir de là, eh bien, on peut lancer donc la simulation de la fontaine. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre sur un layer. Alors c'est pour utiliser layer, mais je pourrais donc le cacher en visibilité dans ces paramètres, hein, dans display ici visibility. Mais pour essayer ici d'utiliser donc un layer de visibility, je vais venir rajouter donc un layer. Ok, add new layer with selected node. Ok, sur lequel eh bien, je vais venir donc sélectionner le layer et venir donc faire set selected hidden ici. Alors ça sort de la visibilité, ce que je vais faire juste pour bien vous montrer. Ici j'agrandis donc la fenêtre sur la droite et puis je clique donc sur l'œil ouvert pour voir l'objet du layer ou l'œil fermé ici. Voilà, hop, hop. Ce qui va me permettre donc encore une fois de cacher donc un objet ou plusieurs objets sur un layer de visibilité, mais ça ne l'empêchera pas d'être utilisé donc dans la simulation. Pour empêcher ou non donc l'utilisation dans la simulation, il faut venir sur les layers de simulation ici et on fera exactement le même type d'opération. Donc ici visibility, on enlève ou on remet donc la visibilité sans encore une fois enlever donc l'impact sur la simulation. Ok, donc là maintenant on peut lancer donc la simulation et éventuellement régler les paramètres. Oups, c'est pas lancer la simulation, c'est simulate ici et on va laisser tourner donc la simulation ici pour donc obtenir le résultat donc de l'eau de la fontaine ici qui tombe donc dans le bassin. Ok, donc en venant refaire un reset sur reset initial states, on retrouve donc l'eau au fond du bassin. Et donc là maintenant, on va pouvoir relancer donc la simulation. Voilà. Donc on a l'eau qui commence à sortir donc de la bouche de la sculpture sur le fronton ici de la fontaine, et on va attendre donc le contact entre les deux partie donc des fluides du même, bien sûr, grid fluid domain ici, dont on voit l'enveloppe ici en grisé autour de la fontaine. Donc on va laisser ici tourner la simulation et on la voit maintenant qui s'est un peu stabilisée ici. Donc on peut très bien, donc à partir d'un moment où on a le jet de la fontaine ici qui vient se jeter donc dans le fond du bassin ici, stabiliser la solution en refaisant une initial state et en repartant de cet état continu ici que l'on a donc du jet d'eau tombant dans le fond ici de la fontaine. Ok, donc maintenant que l'on a donc à peu près notre système de particules, de fluides mis en place, donc tant au niveau du bassin que au niveau du jet d'eau sortant de la tête ici, donc de la fontaine, on va pouvoir exporter cela donc dans Maya, mais avant d'exporter cela, on va créer donc un mesh qu'on exportera aussi pour pouvoir donc exporter et le système de particules et le mesh et pouvoir le traiter donc ensemble ou séparément dans Maya. Ok, donc pour ça, bien on va venir dans, alors j'arrête ici la simulation, enfin la lecture de la simulation, et je viens dans Export central ici,
et je vais venir sélectionner les éléments que je veux exporter. Donc avant de faire ça, je vais venir créer donc un grid mesh. Alors je l'ai déjà créé ici, grid mesh, et on vient le créer ici sur l'icône donc des show mesh menu. On a trois types de mesh ici actuellement dans la version 2012 de RealFlow. On a Particle Mesh, RenderKit, Standard et Grid Mesh. Donc ici c'est Grid Mesh qui nous intéresse, correspondant donc au mesh d'un Grid Fluid Domain. Donc je clique dessus et automatiquement il va prendre en charge donc le Grid Fluid Domain qui est par défaut ici donc le seul dans la scène. Alors on a des paramètres que l'on pourra voir donc dans un prochain tutoriel de filtrage et d'optimisation donc du mesh ici. Pour l'instant on va laisser les paramètres par défaut. On va venir ici rebobiner et puis on va regarder ce que donne donc la simulation avec le mesh que l'on va lancer. Alors ici donc il suffira de relancer donc la simulation, ce qui est, ici a été déjà fait et je vais le faire apparaître. Donc ok. Ok, ici donc on va voir le mesh, voilà, qui apparaît. Alors ce qu'on va faire, c'est faire disparaître les particules pour vraiment voir seulement le mesh. Donc on voit que le mesh en fait obtenu est toujours plus effilé, enfin souvent plus effilé, plus moins volumétrique que les particules qui donnent naissance donc à ce mesh, et notamment bien on peut le voir ici au niveau donc de l'arrivée du jet d'eau dans la fond du bassin. Bien, on a une coupure ici donc au niveau de la continuité de ce qui va être l'eau. On fera un rendu sous Maya donc un rendu de type eau ici, puis on voit qu'on a une discontinuité. Alors ça peut être intéressant, mais ce qu'on aimerait bien avoir ici, c'est une continuité. Pour avoir cette continuité là, en fait, eh bien, il va falloir donc avoir un jet d'eau un peu plus épais. Donc, alors qu'on ne le voyait pas avec les particules, c'est intéressant de tester pour voir ce que l'on obtient donc avec le mesh, puisque ça sera vraisemblablement le mesh que l'on va utiliser pour faire le rendu final dans Maya. Donc à partir de là, eh bien, on peut mettre en place donc un drag force ici, qui va permettre de ralentir juste le jet d'eau ici de la fontaine et qui va permettre donc de l'épaissir puisqu'il va ralentir, les particules vont s'accumuler et donc à ce moment-là le mesh en conséquence sera beaucoup plus épais et continu surtout. Donc ici j'ai mis en place donc un drag force avec une valeur de 0,1, drag stretch ici on le voit, et on a donc une limite bonded type ici qui est en mode square, ok, et je le définis de telle manière que ça vienne à peu près couvrir donc l'ensemble de la trajectoire donc ici du jet d'eau de la fontaine. Donc à partir du moment où je mets en place cet élément-là, et bien le résultat que j'obtiens, si j'avance un peu plus, on voit qu'il y a une modification qui commence à se faire ici, donc grâce au drag force, on a un ralentissement, donc on a une perte aussi donc de force du jet d'eau, hein, elle va moins loin, le jet d'eau, il va venir donc taper un peu plus proche donc du bord, mais on a une épaisseur donc qui est constante et mieux marquée, comme on peut le voir maintenant dans les frames 150 et 200 à partir du moment où j'ai mis en place ce drag force. Donc voilà une des solutions possibles qui permet de stabiliser donc le jet d'eau ici et d'avoir une continuité ici que l'on avait avec les particules mais que on n'avait pas au départ pour le mesh. Et donc maintenant on va pouvoir faire l'exportation donc ici du mesh. Alors pour faire l'exportation du mesh et des particules, on va venir dans Export Central ici, F12. Okay, dans Export Central, on peut tout exporter sous différents formats pour le récupérer dans les logiciels de 3D. Ok, donc pour ça, eh bien, on va voir ce que l'on veut exporter. Donc on a les émetteurs que l'on peut exporter au format bin, hein, le format classique que l'on peut importer dans Maya, un bin ici. Donc si on veut exporter de manière différente, séparée plutôt, les deux
les deux parties donc du fluide, du grid fluid domain, et bien on peut le faire ici en prenant le fond du bassin et en prenant le jet fontaine en point bin ici séparé. Bon, pour faire simple, ici on va venir plutôt sur grid domain. Grid domain rassemble donc l'ensemble de ce qui se passe dans le domaine en termes de particules et on va pouvoir exporter donc principalement le point bin ici qui est récupérable, donc importable dans Maya. Ok. Et ce que l'on va aussi donc exporter, on va cocher dessus aussi, c'est le mesh cache.bin ici, du grid mesh que l'on vient de créer. Donc c'est les deux éléments principaux que l'on va donc venir importer dans Maya. Ok, donc je fais down ici. Ok, et je vais pouvoir donc aller chercher une frame où c'est à peu près stabilisé ici, par exemple en 200. Ok, venir donc dans grid fluid domain, make initial state, reset. Ok. Donc à ce moment-là, on a réinitialisé à l'état initial à la frame 200 ici, et on va pouvoir relancer donc le processus de simulation. Donc, donc ici le processus de simulation se relance avec le reset initial state à 200. On repart donc dans l'état initial qui est assez intéressant ici, qui est stable, et on va donc pouvoir enregistrer donc ici et les particules et le mesh. Alors éventuellement si on veut créer un peu des perturbations, ce que l'on voit donc dans un jet d'une fontaine assez classique, on peut venir éventuellement donc ici keyframer donc la valeur de drag force. C'est assez simple à réaliser. Ça permet de manière assez simple sur une seule valeur de créer une petite variation donc sur le jet d'eau ici, donc drag sur la valeur donc de force du drag ici qui est à 0,1, et puis on fera bouton droit de la souris ici donc add key, et on pourra changer les valeurs donc au fur et à mesure dans le temps, de telle manière d'avoir de légères variations donc sur euh, la conduite ici du jet d'eau tombant dans le fond du bassin. Ok, donc ici je vais rajouter donc je vais faire un reset d'abord. Ok, mettre une première valeur donc add key donc ici à 0,1. Ok, et puis venir donc par exemple pour faire des variations, on va venir en 15. Ok, on va venir en 20, ça sera plus simple. Et ici donc on va changer la valeur, on va mettre 0 0 0,5. Ok, bouton dans la souris, add key, et puis ensuite en 40 on va venir donc changer la valeur, donc 0,15 et ainsi de suite, donc add key, et voilà. Donc on va pouvoir comme ça donc au fur et à mesure faire évoluer donc cette valeur là. Alors on peut le retrouver bien sûr sous la forme d'une courbe, donc add key ici, et donc en faisant bouton droit la souris sur la valeur, open curve ici, et on va se retrouver donc voilà avec une courbe qui donc est quasi sinusoïdale ici, avec des variations qui vont être prises en compte pendant la simulation et qui vont donner donc une variation de la forme donc du jet d'eau. Donc pour continuer de manière assez simple mon travail de variation de cette valeur là, je peux venir prendre les 4 points ici, edit, ensuite copy selected key ici, venir donc, j'y suis déjà donc au bout de ma curve de la dernière clé ici en 60, et venir par exemple faire past after timeline ici. Ok, et donc je retrouve ma courbe, je viens donc ici sur cette valeur là, donc ici je suis en 120. Ok, ok, et de la même manière past. Et au final, pour le faire en un seul coup, ici je sélectionne l'ensemble de mes clés, bien sûr, edit, copy, copy selected key, et puis je viens directement ici à la fin de la dernière clé, à peu près. Ok, edit, past after, ici, alors j'ai dû créer 2 points.
pas très grave. Ok, voilà. Ok, donc voilà l'ensemble donc des variations de ma courbe sur l'ensemble de mon animation ici. Je vais pouvoir donc avoir des variations légères mais notables donc du jet de La Fontaine. Ok, donc je relance la simulation. Hops, alors reset, yes, et c'est parti. Donc voilà le résultat que l'on obtient donc avec la modification du drag force. Hein, on voit des variations donc du G dans La Fontaine ici, donc ça nous permet d'amener donc ces variations là. On pourra aussi donc amener bien sûr d'autres variations comme du vent, d'autres modifications qui permettront d'obtenir quelque chose donc de moins linéaire que ce qu'on avait au départ. Donc maintenant pour continuer donc cette simulation donc de La Fontaine avec Hybrido, on va rajouter donc des fluides secondaires qui sont assez facilement réalisables dans Hybrido. C'est ça un peu la force de ce système de simulation à l'intérieur de RealFlow, c'est que ça permet de rajouter donc des effets secondaires, des splatchs par exemple, du foam, donc de l'écume, et éventuellement sur les parois des parties humides, donc des variations de la surface qui prendraient par exemple des éclaboussures, des choses comme ça. Donc on a différents niveaux qui nous permettent donc de rajouter des effets supplémentaires donc dans Hybrido. On va retrouver l'ensemble de ces possibilités ici dans le menu de Hybrido. Après domaine limiteur, on a Splash and Foam, Wet and Foam, Splash, Wet Foam, les trois séparés, la waterline et le mist éventuellement, pour ne citer que les principaux effets que l'on peut rajouter ici et qui peuvent bien sûr se combiner pour obtenir quelque chose de relativement complexe en termes de visuel de simulation. Donc ici, la prochaine étape, c'est qu'on va venir rajouter donc du splash et permettre donc d'améliorer la simulation donc du jet d'eau de La Fontaine. Donc on va venir ajouter un splash donc à La Fontaine. Alors les splashs donc qui vont venir rajouter un petit effet secondaire et qui seront donc un système soit de mèches, soit de particules indépendants du corps principal ici du Grid Fluid Domain que l'on pourra donc importer de manière indépendante et traiter dans Maya tant en termes de rendu qu'en termes de gestion de simulation de manière indépendante dans Maya. Et bien ce splash va venir se rajouter ici donc dans le menu. Alors on peut faire un splash in form et ici on va commencer par un simple splash. Ok, donc bon, j'en ai créé deux autres que je vous montrerai, mais ici je vous remonte le processus donc pour créer un splash ici. Donc j'ai créé un troisième splash 03. Alors ici ce que l'on va faire pour alléger donc l'interactivité, je vais cacher temporairement sur le layer 1 donc le Grid Fluid Domain. Ok, voilà, et ça va me permettre de travailler plus rapidement donc pour récupérer le cube par défaut donc du splash 3. Ok, ok, donc le splash se présente sous la forme donc d'un cube visuellement donc dans la vue 3D de RealFlow. Alors pourquoi un cube? Parce que le splash est limité donc dans une zone bien précise qui est par défaut cubique ici, et le splash va se réaliser donc dans cette zone là seulement. Donc je remets ici donc la visibilité de La Fontaine, et donc on imagine que si on veut un splash donc par exemple sur l'ensemble donc de l'écoulement de l'eau jusqu'au choc donc de l'eau s'écoulant sur l'eau du bassin, eh bien on va devoir donc agrandir bien sûr notre zone de splash. Ok, et on va venir la définir dans la zone qui nous intéresse bien sûr. Hop, voilà.
agrandir ensuite dans l'autre sens, voilà. Hop, donc agrandir un peu dans l'autre sens. Voilà. Alors ça permet l'avantage de limiter donc la création de fluides secondaires dans une zone bien particulière ici, puisque le travail donc de création de ces fluides secondaires et notamment du splash sont relativement longs à créer et peuvent ralentir donc le processus de création et de simulation ici dans RealFlow de manière très notable. Donc le Grid Fluid Splash ici étant mis en place maintenant de manière interactive ici dans la vue 3D, eh bien on peut régler donc les paramètres ici que l'on a donc de ce Grid Fluid Splash. Donc avant de régler les paramètres, regardons ce que l'on a donc en termes d'export central. On a à ce moment-là donc rajouté donc les différents splashes, donc particules émetteurs, et on a notre Grid Fluid Splash ici avec le particle clash.bin qui nous permet donc d'extraire le phénomène ici de fluide secondaire splash 0,3 de manière indépendante en particules. De la même manière, ici, on va donc aussi enregistrer donc, le mesh créé par le Grid Fluid Splash 3. Donc pour ça, on va venir dans le menu des meshes et prendre pas Grid Mesh, mais Particle Mesh ici standard. Ok, venir faire bouton dans la souris et Insert Emitter. Et on va prendre donc Grid Fluid Splash 3. Ok, alors on pourra venir régler, bien entendu, les paramètres du particle mesh ici que l'on a vu dans un précédent tutoriel, hein, tant en termes d'optimisation que de filter à ce niveau-là. Pour l'instant, donc, on va lancer la simulation pour voir ce que ça donne. On a donc le Grid Fluid Splash avec ses paramètres qui va produire donc une animation secondaire, un fluide secondaire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le Grid Fluid Domain donc en non visible, de telle manière qu'on voit juste donc le Grid Fluid Splash et le particle mesh donc provenant du Grid Fluid Splash. Donc je lance la simulation ici. On va voir les paramètres ensuite, juste pour voir donc ce que cela donne en termes de particules secondaires, de fluides secondaires ici. Donc principalement donc au niveau du G, voilà. Donc voilà ce que l'on obtient ici. On voit qu'on a donc des particules, des fluides qui sont venus se coller donc aux particules premières, principales, que l'on va pouvoir rajouter maintenant. Et on voit que ça sera donc du bruit qui sera autour, qui correspondra donc à de l'écume, à du rebond ici d'eau, qui permettra donc de créer donc des effets secondaires intéressants. Donc on voit la création des particules mesh ici, c'est les points verts que l'on voit ici apparaître, donc ils sont relativement faibles en termes d'étendue sur la surface. Alors on pourra augmenter bien sûr cela pour que ça soit plus représentatif et plus significatif en termes de mèche. Bon, pour l'instant, on a une résolution relativement faible pour obtenir rapidement donc une simulation. Si on pousse un peu les paramètres donc de cette réalisation donc de splash ici, on a donc des temps de simulation qui sont multipliés par 10 très rapidement. Ok. Donc voilà ce que l'on peut réaliser ici avec le Grid Fluid Splash. Alors je le supprime puisque j'ai deux qui sont déjà actifs ici. Alors pourquoi j'en ai créé deux? Eh bien on va le voir maintenant en les faisant réapparaître ici. Voilà, donc voilà mes deux Grid Fluid Splash 01 et 02. Alors pourquoi j'en ai créé deux? Eh bien un qui va correspondre donc à la colonne d'eau qui tombe donc dans le bassin. Ok, ici qui va reprendre donc tous les splashes qui sont produits par le mouvement un peu aléatoire donc du fluide d'eau de la colonne ici d'eau, du jet d'eau qui tombe dans l'eau, et ensuite quelque chose donc de plus précis, donc un splash ici un peu plus précis pour la partie donc du contact entre le jet d'eau et la surface d'eau du fond du bassin. Donc ça va permettre comme ça éventuellement de traiter différemment en termes de cinématique, donc les deux types de splash, et puis même en termes de rendu dans Maya, d'avoir les deux séparés pour un peut-être qu'il sera un peu plus opaque qu'un autre, avec un fonctionnement différent, par exemple en termes de motion blur,
on traitera ça de manière différente. Okay, donc on voit que l'on peut créer donc des zones de splash différentes, séparées, qui vont pouvoir donc se recouper ou être totalement séparées. Ici, dans le cube d'Hybrido, bien sûr, le grid fluid domain ici n'est pas est visible maintenant, pardon. Et bien sûr, j'ai oublié de le préciser, mais les splatchs sont bien sûr à l'intérieur du grid fluid domain, autrement ces splatchs bien sûr ne fonctionnent pas, comme toutes les choses qui doivent être à l'intérieur donc du grid fluid domain. Ok. Donc on peut lancer ici la simulation pour voir les splatchs que l'on a déjà créés sur 80 frames ici, et venir donc dans le particle mesh ici mettre les deux émetteurs, donc splash 1 et splash 2 si on veut les mettre ensemble, mais on peut créer donc deux particle mesh séparés ici. Ok, voilà. Ou les rassembler comme je suis en train de le faire. Donc, bien sûr, tous ces éléments devront être bien renommés pour que l'on obtienne donc quelque chose de lisible ensuite dans l'exportation et l'importation dans Maya. Donc ici on appellera donc ça mesh splash par exemple 01, de telle manière que l'on puisse retrouver ça sous ce nom-là dans Maya en termes de mesh et de points bin importés. Donc voilà le résultat que l'on obtient ici, donc le splash 1 qui reprend donc ici donc le jet d'eau qui va tomber donc dans le bassin, et puis le splash 2 qui vient donc ici définir vraiment le splash du contact entre le jet d'eau et l'eau du bassin. Ok, donc le mesh résultant, eh bien, on va lancer la simulation ici pour obtenir donc le mesh résultant sur la frame ici présente. Donc voilà le mesh que l'on obtient donc à partir des splatchs. On pourra donc pour les splatchs soit reprendre donc les particules en importation dans Maya pour les traiter par exemple avec un particule cloud ou un multipoint en termes de rendu, hein, selon la distance à laquelle on se trouve de l'eau que l'on veut donc simuler, mais avec un cloud et un surface shader sur le cloud, ça nous permet d'obtenir donc un résultat relativement intéressant pour obtenir donc des splatchs qui vont avoir une certaine brillance. Ici, donc, ce rendu des particules, on l'a traité dans des précédents tutoriels que vous pouvez retrouver donc dans le rendu des particules sous Maya, que ce soit des particules donc encore une fois de type software en cloud ou de type hardware avec du point multipoint si on est un peu éloigné donc de la fontaine pour la prise de vue. Ok, donc ici ce qu'on peut faire c'est juste pour voir le voilà, et donc voir juste le mesh. Voilà le résultat que l'on obtient donc sous la forme d'un mesh. Alors c'est aussi intéressant, je parlais donc d'importer les particules parce qu'on pourra les rendre transparents et on pourra donc créer des mouvements et des modifications particulières dans Maya, dans la gestion des particules bien sûr, et changer un peu éventuellement la cinématique ou la mélanger avec autre chose. De récupérer aussi un mesh, c'est relativement intéressant. Pourquoi? Eh bien parce que sur un mesh, on mettra de manière plus facile donc un shader d'eau ou d'écume ici que l'on pourra donc rendre avec Mental Ray de manière beaucoup plus précise peut-être que avec un système de particules. Donc c'est deux approches totalement différentes que l'on a traitées donc dans les tutoriels sous Maya, donc le rendu des particules que vous pouvez donc retrouver à la suite donc de ces tutoriels sur RealFlow. Donc voilà ce que l'on obtient en combinant donc les deux mèches. Ici on a le mesh donc du corps principal de la fontaine, et puis on voit dessus donc le mesh donc des splatchs ici que j'ai donc coloré en une couleur juste un peu plus claire ici. Alors pour colorer display ici color, ça permet donc voilà d'avoir une coloration ici que l'on voit donc différente
par rapport au grid fluid domain ici qui est sous-jacent dans la colonne d'eau. Donc ça nous permet déjà d'avoir une idée quelle va être donc la proportion de splash par rapport à la colonne d'eau ici dans le rendu final, et de pouvoir soit accentuer donc en augmentant l'émission de ces splashes, soit en les diminuant dans les paramètres donc des splashes.